Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actionnable, l'émission où j'interviewe des commerciaux pour qu'ils ou elles te partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui, c'est Shalom Malka, ancien directeur commercial de l'Europe du Sud chez Aircall. Hello Shalom, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Elric. Donc aujourd'hui avec Shalom, on va discuter d'un conseil pour les SDR, un conseil pour les comptes exécutifs et un conseil pour les managers. Alors, le premier type dont on va discuter, que j'aimerais partager, c'est pour les SDR, effectivement. Euh, mon point, c'est ce que j'appelle le recyclage. En fait, quand vous commencez un business en général, votre base de données est vierge et vous avez le monde entier à prospecter, mais petit à petit, quand vous vous concentrez sur un marché, sur une zone, finalement, vous avez plus de comptes qui sont présents dans votre base de données que de comptes qui sont en dehors de cette base de données que vous n'avez pas encore identifié. Et donc, on va voir comment travailler cette base et justement recycler cette base pour continuer à toujours envoyer des nouvelles démos à vos accounts exécutifs. Le, le deuxième tip dont je veux parler aujourd'hui, ça concerne les accounts exécutives. L'idée, c'est de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on appelle les mappings de comptes. Donc vraiment l'identification des interlocuteurs et comment les adresser et les utiliser au cours du cycle de vente. Et enfin, le troisième point concerne les managers des équipes commerciales et les fameux outils. Comment choisir les bons outils pour les équipes, pour ces équipes commerciales et comment venir les mettre en place ou qu'est-ce qui fait un bon outil pour une équipe commerciale. Ça marche. Bah, si tu veux, je vais te proposer donc du coup commencer avec celui des SDR. Donc quand tu dis recyclage, tu disais que bah, du coup tu arrives à un certain moment, j'imagine que là, chez Aircall, sur certains marchés, vous êtes arrivé, vous avez quasiment toutes les entreprises qui sont dans votre, comment dire, dans votre CRM. Donc aujourd'hui, moi ma première question par rapport à ça, c'est comment tu fais toi pour tes équipes, enfin quand les prospects, ces comptes, est-ce que c'est une liste de comptes attribués pour chaque personne ou c'est du free for all? Et quand je dis du free for all, par exemple, il n'y a pas eu un certain nombre d'activités sur un compte et n'importe qui peut prospecter ce compte après, je sais pas, 30 jours par exemple. Comment ça se passe par rapport à ça? Alors, ça dépend vraiment de la taille des équipes. Au début, par exemple chez Accol, quand je me suis concentré sur le marché français, donc je chassais moi-même sur le marché français, donc c'était facile. J'avais tout le marché pour moi, donc je commençais à chasser tout ce que je pouvais. Et après, je suis arrivé à la contrainte de temps où en fait, j'avais même plus le temps d'aller scraper des nouveaux comptes. Donc je me suis dit: «Bah, comment je vais essayer d'optimiser mon temps?» Et c'est là que j'ai commencé déjà à chasser un peu ce qui était dans notre base ou ceux que j'avais contactés il y a 6, 8 mois ou même ceux sur qui on avait perdu une opportunité. Je me suis rendu compte que ça marchait. Donc c'est de là qu'est née un peu la partie recyclage. Et donc aujourd'hui, petit à petit, on a commencé à industrialiser cette partie-là. Euh, donc quand on a eu une équipe de 5-6 SDR, ça restait de façon informelle. On se créait des rapports et régulièrement, on allait chercher les leads qui n'avaient pas été travaillés après un certain temps, etc. Et on se les redistribuait entre nous. Et par contre, quand on est arrivé à des plus grosses équipes sur une zone, sur un marché donné, là, il a fallu vraiment l'industrialiser. Donc, on a créé avec nos équipes Sales Ops une notion de portefeuille où tous les mois, tous les trimestres, en fonction de la taille des deals que les SDR chassent, on leur attribue un certain nombre de comptes. Et dedans, dans ces comptes, il y a des nouveaux et des comptes qui sont recyclés
Donc pareil, ça peut comprendre des comptes qui ont été travaillés sans jamais avoir eu des démos, des démos qu'ils ont déjà eu dans le passé mais qui n'ont pas abouti, des opportunités qui ont été perdues, et cetera. C'est ce qu'on appelle vraiment le recyclage et on les remet dans ce portefeuille-là. Donc je pense que ça va dépendre vraiment du niveau de maturité de l'équipe et il y a 2 critères à prendre en compte. C'est un, le nombre de SDR que vous avez sur le marché et 2, c'est vraiment l'organisation, qui est faite. Est-ce que vous avez une organisation par pays, par verticale, et cetera? Heu, Plus il y a de monde qui est staffé sur, une région, sur une verticale, à ce moment-là, il va falloir venir l'optimiser pour garantir une équité de distribution des leads, et maximiser les chances pour chacun d'atteindre leurs objectifs. Et du coup, comment tu fais pour prioriser ce recyclage? Parce que pour le recyclage, je sais tu peux utiliser plein de certains critères. Donc, tu peux avoir tout ce qui est les opportunités perdues, comment dire, des entreprises qui ont été qualifiées, mais ça n'a pas abouti en démo. Du coup, comment tu fais pour prioriser ton recyclage? Alors, effectivement, il y a plein de choses qui rentrent dans ce recycling, comme tu l'as dit, hein. Il y a les opportunités perdues, les opportunités qualifiées, mais ou pas qualifiées. Et en fait, à chaque fois, ce qu'on demande à nos SDR, ou à nos sales, c'est de remplir les raisons. Les raisons pour lesquelles le deal n'a pas abouti. Donc, il y a un certain nombre de champs et de critères à remplir dans le CRM. Et basé sur ces informations-là, on va créer notre modèle de recycling. Et en fait, ce modèle-là, il a été industrialisé grâce à l'introduction de ce qu'on appelle le lead scoring. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de lead scoring. Et le lead scoring, il se décompose en deux parties. On va avoir un lead scoring qui est basé vraiment sur le profil brut de l'entreprise, donc le nombre de salariés, l'industrie, le secteur, et cetera, qui vont donner un premier score. Et en fonction de chaque critère, vous allez associer un nombre de points en fonction de votre business, de votre ICP, et cetera. Et ensuite, il y a une autre partie du lead scoring qui va être fait en fonction de l'action que le lead fait avec l'interaction que le lead a avec l'entreprise. Si par exemple la personne a téléchargé un e-book, si on a perdu une opportunité, etc. Et donc basé sur ça, pareil, ça va venir nourrir le lead scoring. Et en fonction d'un certain nombre, quand on attend un certain nombre de scores, à ce moment-là, c'est remis dans le portefeuille des SDR en recycling. Et j'ai une question à te poser par rapport à ça. Parce que nous, tu vois, c'est très bien compris ce système de recyclage chez Chili Piper. Mais comment tu fais pour transmettre ça à tes SDR pour comprendre que c'est, comment dire, on va dire, si tu as une liste, je sais pas, enfin, nous, on a une liste de 700 comptes. Comment tu fais pour transmettre que c'est, on va dire, les plus faciles à booker? Parce que il y en a, nous, on le voit, enfin, il y a les top performers que eux, ils le savent très bien. Eux, ils vont toujours, enfin, les premiers comptes qui prospectent, c'est ces comptes-là à chaque fois. Mais le reste, en fait, ils priorisent pas. Comment tu fais pour transmettre ça, justement? Alors ça, bah, au début, donc pareil, quand c'était une petite équipe, c'est de façon informelle et l'objectif, c'est d'être le plus efficient possible, de ramener le plus d'opportunités. Donc, forcément, le manager va leur dire, mais, je veux que vous vous concentrez sur ces comptes. Et pareil, s'il y a un SDR qui est un peu junior, il faut l'aider et l'aiguiller dans son travail et lui dire, bah, commence par ces comptes-là parce que je sais que ça va être ceux qui vont transformer le plus et les autres vont prendre un peu plus de temps. Donc au début, c'est vraiment le manager de façon informelle qui drive et pilote un peu les SDR, notamment les SDR les plus juniors, quand ils l'ont pas encore compris. Et après, quand c'est des plus grosses entreprises, bah, c'est vraiment l'industrialiser avec cette notion de lead scoring, de portefeuille, où tu t'assures en fait que tous les comptes sont retravaillés à un moment donné dans leur vie, dans leur vie sur le CRM. Et en amont en fait, de l'interview, tu m'avais dit aussi que dans la partie recyclage, il y avait aussi la collaboration entre le marketing et les SDR. Qu'est-ce que tu as mis en place, enfin, toi ou enfin, ton équipe, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Aircall justement par rapport à ça? Alors effectivement, je le
au début d'une équipe commerciale, généralement, il y a pas trop, on va dire pas trop de marketing. Généralement, on staffe d'abord des SDR qui vont scraper les comptes, qui vont les contacter avec des cadences, et cetera et les qualifier, les envoyer en démo et petit à petit, quand on grossit, l'équipe, on revient encore diviser, les tâches pour avoir des équipes qui sont vraiment focus, et concentrées sur la partie du business, en question et donc on va petit à petit sortir l'identification des bons comptes et de l'ICP pour le donner au marketing. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est clé. C'est vraiment le SDR va se spécialiser sur l'engagement du prospect et la qualification, plus que l'identification du potentiel bon prospect. Cette connaissance-là, elle va être transférée au marketing. Et donc ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marketing, les SDR et ensuite les accounts exécutifs, l'onboarding, le customer success, tout ça ne fait partie d'une seule et même expérience client, une seule et même expérience d'achat du client. Et donc, du coup, d'un point de vue de la boîte et d'un point de vue à l'intérieur, on fait tous partie du même cycle de vente. Toutes ces étapes-là sont divisées, mais en soi, c'est un seul cycle de vente pour le client. Donc ça suppose effectivement qu'il y ait une bonne relation entre le marketing et les SDR, de la même façon qu'il faut une bonne relation entre les SDR, les accounts exécutifs, l'onboarding success, etc. Et donc, nous, ce qu'on a fait au niveau marketing et SDR qu'on a mis en place pour pouvoir améliorer cette optimisation, cette collaboration, c'était déjà essayer d'enlever les frustrations qu'il pouvait y avoir. Donc, pour les SDR, on a mis en place donc ce dont je parlais, le fameux lead scoring, pour s'assurer de l'équité de la distribution des leads, qui sont, recyclés et qui sont les leads, potentiellement les plus faciles, on va dire. Donc s'assurer qu'il y ait une équité au côté SDR et ça, c'est le marketing qui gère ce lead scoring-là et qui vient affiner, les scores des différents prospects pour s'assurer qu'on ait les meilleurs leads possibles. Et côté SDR, ce qu'on a mis en place pour évincer les frustrations côté marketing, c'est qu'on a mis en place des statuts de SDR pour avoir un vrai pipeline, une vraie visibilité pour le marketing où on en est du traitement de ces leads et à combien ils vont finir sur le mois, sur le trimestre, etc. Donc ça leur a permis d'avoir une vraie visibilité dessus avec ces différents stages, donc ces différents pipelines à différents stages. Ça va être vraiment donc nouveaux comptes à signer, en cours de prospection, intéressés, démo bookés, démo qualifiés, etc., etc. Et donc ça donne une vraie visibilité du pipe de la même façon qu'on peut avoir sur des opportunités pour un account exécutif. Et pour faire ça, en fait, il a fallu travailler aussi la collaboration entre nos sales ops et nos marketing ops pour s'assurer que les leads dans le CRM, entre notre outil de marketing, notre outil CRM, les leads passent bien les étapes et que tout le monde puisse s'y retrouver, que les chiffres soient bien égaux des deux côtés, etc. Ça, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire parce que j'imagine que même au niveau de la collaboration, c'est amélioré, mais j'imagine que pour toi, tu as plus de visibilité sur où ils en sont en fait, l'équipe SDR, combien de comptes ils doivent prospecter pour arriver à un meeting pris ou enfin une démo prise. Donc j'imagine que pour toi, pour du forecasting, on va dire sur la partie SDR, c'est aussi intéressant. Exactement. En fait, on est vraiment en train de redescendre au tout début du funnel pour avoir des taux de conversion sur les différentes étapes et donc savoir exactement combien de prospects on doit avoir en début de période pour pouvoir générer de nouvelles opportunités en fin de période. Et donc sur la période d'après, ça nous permet de dire bah, si on a généré tant d'opportunités, de pouvoir les closer côté account exécutif. Et donc ça nous permet de travailler avec quelques mois, quelques trimestres d'avance. Et j'ai une dernière question sur le recyclage et après on va passer sur le deuxième conseil. Toi, quand tu prospectes des prospects que tu recycles, qu'est-ce que tu leur dis justement? Est-ce que tu mentionnes l'opportunité qui a déjà été faite justement avec l'AE ou le SDR avec qui vous avez discuté précédemment ou comment tu fais ça?
Mais alors ça dépend vraiment de la raison en fait qui a été mise. C'est pour ça que c'est hyper important et là c'est un message à tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment important de bien renseigner, tout dans le CRM, hein, pour vous ou pour quelqu'un d'autre qui passera après. Mais, ça permet justement de démarrer, la conversation. En fait, il faut vraiment considérer, cette ancienne opportunité, comme juste un déclencheur, pour engager la conversation. Mais par contre, après, gardez en tête qu'il faut refaire un discovery comme si vous ne savez rien, parce que en 6 mois, le projet a peut-être changé, les interlocuteurs ont peut-être changé, le besoin a peut-être changé. Et si vous commencez à pitcher, ce que vous aviez écrit dans l'ancienne opportunité, c'est un des moyens les plus sûrs de pas closer le deal. Donc vraiment, il faut se réadapter, il faut réutiliser les informations qui sont juste comme déclencheurs, pour, ouvrir la conversation et reprendre le contact. Ça marche. Du coup, on va passer au deuxième conseil. Donc, c'était le mapping de compte. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ce que tu entends par là? Et après, j'aurai quelques questions à te poser. Bien sûr. Donc du coup, heu globalement, on sait que pour closer un deal, il y a un certain nombre d'informations qui doivent être, validées. Donc, on sait tous, il y a déjà la solution qui est proposée, hein, et ses fonctionnalités, s'assurer que ça répond bien aux besoins. On va avoir, ce qu'on adore, la discussion de prix, mais ça peut être on sait qu'il va falloir aussi discuter de l'engagement du contrat, de la fréquence de paiement, ça peut être, la gestion des données. Il y a un certain nombre d'informations en fonction de de la taille des boîtes que vous chassez, de votre business, il y a un certain nombre d'informations qui doivent être validées côté client. Donc ça, on le sait tous. Et en fait, en face, côté client, il y a des personnes qui sont en charge de ces différents sujets. Alors, si on est sur une grande entreprise, il y a effectivement des personnes qui sont en charge de tous ces sujets, et c'est à chaque fois une personne différente. Par contre, si on vient sur des entreprises, si vous travaillez plutôt sur des small businesses, donc vraiment plus petites entreprises, à ce moment-là, il y a des personnes qui peuvent cumuler plusieurs casquettes. Et ils peuvent parfois avoir une casquette plus ou moins forte en fonction du rôle qu'ils ont. Forcément, c'est un CEO qui est, motivé par, l'excellence opérationnelle, il va être beaucoup plus regardant sur le produit et comment ça peut améliorer ses process et cetera. Un CEO qui a plutôt, un background, en finance, il va plutôt regarder les coûts et l'engagement, et le budget. Donc mais globalement, il va avoir les 2 casquettes. Et par contre, quand vous êtes des plus grandes entreprises, encore une fois, les sujets sont bien compartimentés. Et donc c'est hyper important en tant qu'account exécutif, de faire ce travail de mapper qui porte quelle casquette et qui est en charge de quoi. Parce que c'est ce qui va nous permettre, de pouvoir, ensuite bien faire avancer son deal en sollicitant les bonnes personnes au bon moment et en apportant aussi le pitch qui leur correspond. Je vous donne un exemple. Si jamais vous n'avez pas identifié que, le signataire de votre contrat, une fois que tout est OK, est la personne X, et que vous parlez à la personne Y et que vous lui demandez de signer votre contrat, cette personne Y, elle ne pourra jamais satisfaire votre demande, et parfois elle ne vous répondra juste plus après le 5e email de relance. Parce que et la raison derrière, c'est juste que vous adressez pas à la bonne personne et que la personne, elle est juste pas capable de vous donner ce que vous attendez. Donc il faut bien identifier qui sont ces personnes, quelles sont leurs responsabilités qu'ils ont en dessous, pour pouvoir vous adresser et bien naviguer au sein de l'entreprise. Donc, du coup, comment tu fais pour mapper un compte? Parce que tu disais que, bon, en fonction de la taille, tu vas avoir, enfin, une petite boîte, il y a moins d'interlocuteurs, mais une plus grosse boîte, tu vas avoir des interlocuteurs. Comment tu fais avec tes comptes exécutifs quand, je sais pas, on va dire un compte de 500 employés? Est-ce que eux, avant le premier rendez-vous, ils vont sur LinkedIn, ils commencent à regarder un peu il y a qui dans l'entreprise et commencer à enfin, identifier potentiellement ces personnes-là? Parce que j'imagine que enfin, avoir LinkedIn, c'est bien, mais il faut parler avec eux directement pour identifier tout ça. Comment vous faites? Alors,
Effectivement, il y a la chose la plus facile, donc c'est de commencer par LinkedIn et surtout de commencer par comment fonctionne une organisation classique. Dans une organisation classique, on sait qu'on a le marketing, le sales, le support, le success, on a un CEO au-dessus, on a un responsable de data, on a les RH, enfin, il y a des organisations, des schémas d'organisation classiques. Donc déjà, en utilisant le titre LinkedIn, ça va nous permettre de savoir comment naviguer dans l'entreprise basé sur ça, en fonction, bien entendu, de notre ICP. Mais après, comme tu l'as dit, effectivement, le mieux, c'est de parler avec eux. Une fois qu'on a établi le contact, c'est de parler avec le prospect, le champion, ou enfin, juste la personne qui est de l'autre côté. C'est cette personne qui va nous permettre de nous expliquer comment l'entreprise et quelle est la spécificité de cette entreprise. Il y a des entreprises qui sont vraiment drivées par les sales, c'est les sales qui drivent toute la partie business. Et donc à ce moment-là, on sait que les sales vont avoir beaucoup plus d'influence. Et donc si on veut gagner son projet, il vaut mieux aller se tourner sur les sales. Il y a des boîtes qui sont beaucoup plus euh, euh, customer satisfaction, enfin tourner sur la satisfaction client. Et donc à ce moment-là, il faut plus se tourner vers d'autres types de départements. Donc, malheureusement, ces informations-là, il n'y a qu'en parlant avec les gens qui sont concernés que vous allez pouvoir les récupérer et pouvoir bien comprendre les spécificités. Donc, utiliser ce qui existe, la nomenclature classique des organisations d'entreprise, mais après ne restez pas figé dedans et soyez, il faut que vous sachiez vous adapter en fonction de ce que la personne en face va vous dire. Et on parlait un peu plus tôt dans l'exemple des SDR, tu me donnais tout à l'heure des exemples, enfin tu me demandais des exemples sur comment gérer, et cetera. Moi, je me souviens très bien, les premiers SDR, avec qui je travaillais, je me rappelle, je me vois encore leur dire: «Quand vous envoyez un compte en démo, je veux que vous sachiez où la personne s'assoit dans l'entreprise. Est-ce qu'elle est assise à côté d'une fenêtre? Est-ce qu'elle a un bureau fermé? Faut que vous sachiez tout, que vous compreniez tout de l'entreprise et de la personne en question. Je veux que si demain on a un rendez-vous, on a booké une démo et que cette démo elle est en physique, vous venez avec le sales et vous soyez capable de dire bonjour à tout le monde, de serrer les mains, de reconnaître les visages, etc. Parce que vous avez tellement travaillé le compte que c'est comme si vous faisiez partie de cette entreprise. Donc vraiment, c'est le travail doit être ultra minutieux à un moment donné. Alors bien entendu, il y a là j'exagère un petit peu, hein, il y a toujours la quantité vs la qualité, mais en tout cas c'est l'idée quoi. Faut vraiment essayer de se projeter de cette façon-là dans le travail de mapping. Et tout à l'heure, tu as commencé à parler de champion. Toi, quand tu mappes un compte, qui tu dois avoir en fait dans ta liste? Tu dois avoir ton champion, j'imagine la personne qui prend la décision, slash celui qui signe. Et est-ce que tu cherches d'autres personnes aussi dans la boîte ou comment ça se passe? Alors, donc effectivement, il y a toujours un champion et decision maker, ça c'est clé. Hem Et c'est très rare, que pour le coup, que dans une même entreprise, heu, ces 2 casquettes soient portées par la même personne. Là, pour le coup, c'est le seul où il y a une distinction, et c'est pas très possible. Après nous, ça va vraiment dépendre de l'ampleur du projet et des besoins qui ont été identifiés pendant la discovery, et la démo, mais parfois, on va aller chercher, par exemple, des responsables réseau pour faire des optimisations sur le réseau avant la période d'essai pour qu'on puisse garantir une bonne expérience pendant la période d'essai. Parfois, si le besoin concerne des gros sujets liés à de la data, ben, on va aller chercher les sales ops qui vont nous permettre d'aller nous aider. En fait, on va aller chercher des fonctions clés qui vont nous aider à porter, débloquer le projet parce qu'on sait que c'est leur responsabilité. Donc après, c'est plus vraiment des profils, on va dire, comme le champion ou le decision maker qui peuvent avoir un impact sur le deal en tant que tel. Là, on va aller chercher des compétences techniques qui vont nous permettre de faire tout simplement juste de faire avancer le deal. Et on sait qu'il faut qu'on aille les récupérer parce que ça va se poser à un moment ou à un autre. Ouais, et comme tu dis, je pense qu'il y a certaines boîtes, justement, si tu les as pas dans la conversation assez tôt, j'imagine que
si tu leur parles pas dès le début, ils peuvent te bloquer plus tard en fait dans le process, j'imagine, parce que eux, ils te voient peut-être comme un. Parce que c'est le souci qu'il y a aussi quand tu vois une solution comme ça, c'est qu'ils te voient comme un danger pour eux, parce que c'est. Alors que si tu leur avais parlé dès le début, bah, en fait, ça aurait changé complètement la donne. Exactement et donc vaut mieux, prévenir que guérir, hein, comme on dit. Donc l'idée, c'est de commencer à leur parler le plus tôt possible. Si on sait que ça va se produire, autant le commencer à leur parler le plus tôt possible et ça nous fera au mieux gagner du temps, sur le projet. Et après, comment tu fais pour quand tu as un interlocuteur qui reprend le sujet? Parce que j'imagine que ça, c'est un cas. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps chez Chili Piper, il y avait une opportunité que j'ai sourcée. Et bien sûr, bah, la personne, elle est partie et c'est une autre personne qui a repris le sujet. Comment tu fais justement dans ces cas-là? Alors, ça, c'est effectivement un des cas qui est très compliqué parce que, ça peut, faire capoter tout le deal, plusieurs mois de travail, en quelques secondes. Alors ici, le bon conseil que je peux vous donner, c'est il y en a 2. Le 1er, n ne considérez plus votre opportunité comme, ne considérez plus le stage de votre opportunité comme celui, qu'il est actuellement. Donc si vous étiez au niveau de la négociation, ne considérez plus qu'il va falloir reprendre les discussions à la négociation. Globalement, on fait un ou 2 pas en arrière. Déjà, ça faut le garder en tête. Ne pas considérer qu'on va juste avancer, dans le deal comme si de rien ne s'était passé. Ça, c'est généralement, c'est une des premières erreurs qu'on fait et qui est plutôt naturelle. Quand on a travaillé 6, 8 mois, on se dit que, ben, vous avez tout dans la tête, tout le projet, tout l'historique, mais en fait, la personne en face, elle l'a pas et donc elle va se sentir un peu, pareil en danger, si jamais, vous considérez ça. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est de reprendre un discovery de cette personne et de ses enjeux de cette personne, parce que si cette personne, elle arrive là, elle va vouloir marquer son territoire, elle va devoir changer, elle va vouloir faire changer quelque chose, etc. Donc comprendre dans quel état d'esprit cette personne veut s'inscrire. Et donc ça va vous permettre ensuite de recommencer le cycle de vente et de la ramener au stage de votre opportunité. Et là, vous allez pouvoir reprendre les conversations. Il y a quelque chose que j'aime bien dire aussi à mes commerciaux quand il y a plusieurs interlocuteurs, c'est que sur un deal, on a un cycle de vente. Donc il y a la fameuse démo, la période d'essai, la négociation, le closing, etc. Et à chaque étape de ce deal, on sait qu'il y a que le prospect, l'entreprise qui va acheter est dans un état d'esprit différent. Au début, elle est juste intéressée pour connaître un peu la solution. Ensuite, elle veut tester la solution. Ensuite, elle veut la solution, mais elle va venir négocier et limiter les risques. Et enfin, elle va déployer la solution. Et quand il y a plusieurs interlocuteurs, en fait, il faut se dire que chacun des interlocuteurs, en fonction de sa casquette qu'elle prend dans son rôle, elle doit passer par ces mêmes étapes-là. Donc si par exemple vous parlez avec un responsable de la RGPD, ben, lui pareil, il veut une démo mais centrée sur la RGPD dans votre solution. Il veut vérifier et ensuite il veut votre solution et limiter les risques. Il va peut-être vous demander quelques petites clauses, etc. Et enfin, il va vous donner son go. Et toutes les personnes doivent passer sur ces mêmes étapes de votre cycle de vente. Et c'est que quand toutes ces personnes arrivent au won que vous avez un won global. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément en tête, justement, je le voyais plus au niveau global de la boîte. Ça, c'est, faut passer dans chaque étape, mais c'est vrai qu'il faut le faire en fait au final pour chaque personne avec qui tu discutes. Parce que Exactement, c'est c'est, des cycles de vente dans des cycles de vente. ouais, il y a un livre qui parle de ça justement, c'est le The Challenger Customer. C'est la suite du Challenger Sales, Sales, justement qui discute ça, d'avoir en fait au final ton objectif en tant que commercial. C'est pas juste d'avoir le oui d'une personne, c'est d'avoir le oui de chaque équipe. Et on va exactement. passer au dernier conseil. Donc c'était pour les managers. Donc tu disais bien choisir ses outils. Qu'est-ce que tu entends par là? Ou tu peux nous donner un exemple de, en fait, de qu'est-ce que tu as fait chez Aircall justement par rapport à ça? Bien sûr. Donc du coup, je voulais donner, ce conseil,
parce que je vois de plus en plus l'effervescence, des outils, hein, au sein des équipes et on me demande souvent des conseils, des retours d'expérience sur, comment j'utilise tel et tel outil et donc je me suis dit que ça pourrait être un bon tips que je pouvais donner. Globalement, c'est effectivement bien choisir ces outils et les outils, si vous voulez, ils doivent être vraiment, doivent venir en support du commercial, déjà dans un premier temps, ou du manager, mais il faut pas s'attendre à ce que les outils, closent, les deals pour nous. Ça, c'est le rôle du commercial et ça ne changera jamais. Heu, ça, c'est la première chose. C'est pas parce que vous allez avoir un maximum d'outils que vous allez closer plus ou que vous allez améliorer votre taux de conversion. C'est vraiment les bons outils aux bons endroits qui vont vous permettre de faire gagner des choses à vos commerciaux qui vont leur permettre d'être, plus performants. De mon côté, hem, ce qu'on a fait, il n'y avait pas que moi, hein, parce que c'était des décisions avec les autres, directeurs commerciaux ou, les sales ops qui nous aident à vraiment construire, notre stack. Mais globalement, on a mis petit à petit les outils en fonction des différents besoins. Et peut-être, donner un exemple, c'est que nous, de notre côté, on a mis en place, Mojo le jour où, il y avait tellement de commerciaux dans l'équipe, que je pouvais juste plus passer de temps à écouter, tous leurs calls ou toutes leurs démos ou être en backup, sur certains de leurs calls pour pouvoir leur donner des conseils et leur faire des retours. Donc on a mis en place des outils qui permettent d'enregistrer, les conversations mais aussi et les démos et de pouvoir, moi ensuite en fin de journée pouvoir, les écouter et mettre des commentaires à certains endroits et cetera ou même, venir, à vous créer des alertes pour, certains types de calls qui méritent, une attention et donc ces outils-là sont vraiment viennent vraiment en support, du travail soit du sales, soit du manager sales et qui permettent de faire gagner du temps, de l'efficacité, de l'organisation, et cetera. Ouais, et au final, c'est comme ce que tu disais au début, justement, avant de donner l'exemple, c'est que tu es vraiment, enfin, ces outils-là, c'est pas du tout pour closer, c'est vraiment pour t'aider et améliorer la capacité de tes commerciaux. Exactement. En fait, il y a globalement, dans les outils, il va y avoir surtout chez les commerciaux, on va avoir 3 types de grandes catégories, il y en a sûrement d'autres, mais, j'ai de mon côté, j'essaye vraiment quand j'aborde un outil, j'essaye vraiment de le mettre dans une de ces catégories. La 1re, ça va être, bah, cet outil va nous aider à structurer le process. Donc ça peut être un CRM, ça peut être, un DocuSign ou, YouSign, c'est ces outils qui permettent de faire en sorte d'envoyer le contrat et qu'il soit automatiquement mis à jour dans le compte et cetera sur le CRM. Donc ça, c'est vraiment les outils que j'appelle, structuration des process. La deuxième, ça va être les outils qui vont permettre des automatisations et améliorer l'efficacité en automatisant les tâches répétitives, donc du commercial, du manager. Ça peut être du reporting, automatisé, ça peut être enfin, il y a un certain nombre de choses, qui vont nous permettre, donc de gagner du temps pour être ensuite plus efficace. Et enfin, ça va être, tous les outils qui vont permettre de former et d'aider au coaching au quotidien des commerciaux. Globalement, c'est un peu les 3 grandes, familles d'outils que j'utilise au quotidien et qui me permettent, de gérer, l'équipe. Après encore une fois, ça reste les commerciaux l'outil principal, de l'équipe commerciale. Exactement. Et quand on avait préparé en amont, si tu m'avais mis, il y avait une partie que tu avais mis, savoir faire du tri au fur et à mesure. J'avais une question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que tu entends par rapport à ça? Ça veut dire que depuis que tu as commencé, j'imagine que tu avais commencé à utiliser des outils et tu t'en as retiré ou qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça? Alors, on en a mis beaucoup, on en a retiré aussi. Globalement, hem,
Bon, ça dépend aussi, comment c'est géré en entreprise, et qui gère ces sujets-là. Mais nous, on s'est retrouvés parfois avec, une équipe, commerciale à New York qui utilisait un outil et une équipe commerciale à Sydney qui utilisait, l'outil concurrent. Donc, on a essayé surtout de rationaliser un peu, les différents outils et c'est comme ça qu'en fait est né le besoin de nos équipes, ops, qui sont venus prendre en charge ces sujets-là. On avait effectivement différentes équipes commerciales. On s'est toujours accordé pour dire on a le droit chacun de lancer les initiatives qu'on veut, mais par contre, le process doit rester le même. Le process et outils doivent rester le même. Donc, on a surtout, nous, dans notre travail, ça a été plutôt rationaliser le nombre d'outils. Parce que quand on scale, parfois, ça peut partir dans tous les sens. Et aujourd'hui, les SaaS sont tellement faciles à déployer, à intégrer, etc., qu'on s'est retrouvé à avoir des personnes qui mettaient en place des outils un peu partout. Ouais, j'imagine. Bah, de toute façon, plus tu scales, et j'imagine à la maturité où vous en êtes avec Aircall, c'est des process qu'il faut mettre en place justement au niveau des outils pour bah, que tout le monde donne la même expérience aux clients, que ce soit à New York ou que ce soit à Sydney ou à Paris. Exactement. Eh bien, on arrive justement sur la fin de l'interview. Bah, pour terminer, s'il y a des auditeurs ou des personnes qui regardent sur YouTube qui veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Bah, écoutez, je pense que le meilleur moyen et le plus facile, ce sera LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter et même m'envoyer des messages, c'est avec plaisir. Pour ceux qui ont déjà essayé, je réponds assez régulièrement, donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on pourra en discuter. Ça marche. Merci. Je mettrai le lien de ton profil aussi dans la description. Top. Merci beaucoup, Eric.